ce qui m'intéresse autour de la 5G, c'est les modèles d'affaires qui sont prévus d'être développés autour de cette technologie. Alors, est-ce que c'est vraiment de la 5G? Est-ce que c'est de la 4G en réalité, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais en revanche, vous voyez, là, c'est l'Union européenne, et puis ils disent, c'est de la 5G, on va pouvoir faire plein de choses, notamment sur le trafic, dans les hôpitaux, la domotique, donc à la maison, dans les réseaux électriques, même dans les réseaux de distribution de l'eau. Et donc il y a des idées, et derrière ces idées, il y a de l'argent. Et ça peut expliquer cet engouement médiatique autour de la 5G, enfin dans tous les sens d'ailleurs, et les controverses diverses. Et la poussée surtout pour développer un maximum ces technologies qu'on nous vend comme de la 5G. Alors, pour commencer, vous aurez sans doute remarqué sur Genève, là tout est Genève, avec le déconfinement, il a commencé à se passer des choses, des phénomènes étranges et un peu inexpliqués, avec ces développements des pistes cyclables, ça part dans tous les sens, ça devient énorme, et ça dérange beaucoup le trafic. Et puis quand on voit quelque chose comme ça, et qu'on est un automobiliste, on se sent pas très aimé. Parce qu'on se dit, tiens, pourquoi ils mettent un bac avec des pierres dedans qui sert à rien, et qui m'empêche d'aller me garer. Et donc ça peut donner l'impression qu'il y a une sorte de guerre contre les automobilistes. Et ça, c'est un phénomène qu'on a eu dans toute l'Europe, au même moment du déconfinement. Je vous montre un exemple. Ça, c'est Milan. Alors, je sais pas, au niveau de la lecture de la route, c'est un peu... chacun se fait son... Tout le monde a vu. Vous arrivez à voir... Parce que peut-être, si vous voulez vous repositionner, allez-y sans doute. Là, c'est le canton de Vaud. Alors, à Payerne, on scanne les plaques de voiture. À Lausanne, tout d'un coup, on a une idée. Et si on limitait tout à 30 km/h? À Vevey, faut fermer des choses. Et puis, on a besoin de 200 km de pistes cyclables. Et on nous explique que c'est pas très facile pour les automobilistes aussi de s'y retrouver, entre s'ils doivent dépasser, etc. Un cycliste. Ils sont coincés par la ligne blanche. Donc il y a cette effervescence autour de ces questions routières. Et il y a un lien avec cette question de 5G que je vais tenter d'expliquer. Quand on va sur le site de l'EPFL, donc c'est pas très complotiste a priori, on voit qu'il y a ces idées de conception d'un centre-ville sans voiture, avec des étudiants ont imaginé un Lausanne sans voiture, voilà. Et dans la même série, vous voyez des questions sur que faire pour rendre les chantiers acceptables, encourager le trafic cycliste, et on se rend compte en fait qu'il y a une idée d'embêter exprès les automobilistes pour un peu les faire sortir de la route, les décourager de prendre la voiture. Et comment est-ce que ça s'explique? Alors, ma réponse, c'est la question de la mobilité autonome. Parce qu'en fait, toutes ces problématiques sont thématisées sur le site de l'EPFL autour de la mobilité autonome. Et de fait, l'école polytechnique de Lausanne est très active là-dedans et ça a débouché notamment sur une start-up qui s'appelle Westmile. Et là, vous retrouvez ces fameuses navettes qu'il y a chez les TPG, Postcar et d'autres encore. Et ce sont les fournisseurs en fait, des transports publics pour ces navettes autonomes qui fonctionnent plus ou moins, mais qui ont vocation à se développer. Alors pourquoi cette guerre contre les automobilistes devrait-elle avoir un lien avec ces navettes plus ou moins fonctionnelles? Et bien c'est que, donc là c'est tout des véhicules autonomes, c'est que la coordination entre le véhicule autonome et un véhicule conduit par des humains est pas facile. C'est-à-dire le véhicule autonome peut se dire c'est le moment de tourner à droite, et l'humain se dit en même temps c'est le moment de tourner à gauche, et il n'y a pas de coordination
qui se fait naturellement entre les deux, d'où des accidents un peu spectaculaires. Ça c'était, je crois, en Arizona, ils ont fait circuler vraiment les voitures autonomes dans le trafic normal et ça a donné des accidents assez extravagants. Et donc, vu que la mobilité autonome ne fonctionne pas, il faut supprimer les conducteurs humains. Voilà, c'est la logique. Et ça, c'est bien expliqué par Cédric Villani, c'est le mathématicien, il a expliqué ça, on n'est pas couché, en gros ça ne fonctionne pas cette coordination, il a expliqué dans un rapport parlementaire au gouvernement français, et il n'y a personne qui l'a contredit. D'ailleurs, on peut le constater, ça ne fonctionne pas tellement. Là j'ai bien aimé, c'était juste pour le plaisir, à Chafouz, la cycliste a percuté un bus autonome. Donc on imagine la cycliste de 68 ans en l'occurrence qui a foncé sur le bus autonome. Donc il y a un échec de coordination aussi avec les cyclistes et donc ces grands rassemblements cyclistes qui vont reconquérir leur centre-ville et leur Lebensraum, leur espace vital de centre-ville contre les voitures. En fait, je me dis peut-être qu'ils ont eux-mêmes vocation, une fois qu'ils auront servi, à laisser la place pour les véhicules autonomes, vu que il semblerait que ça ne fonctionne pas beaucoup mieux qu'avec les voitures. La parade à tout cela, là c'est un document, la stratégie 5G pour l'Allemagne, c'est le gouvernement allemand, donc c'est pas non plus hyper complotiste. La parade, c'est que tout le monde soit connecté. Vous êtes un humain, vous circulez en ville, vous devez porter un objet qui vous identifie et qui vous connecte et qui permette d'éviter les collisions trop brutales avec les véhicules autonomes qui vont circuler sur la route. Et ça pose une autre question intéressante qui est thématisée par Cédric Villani dans son rapport au gouvernement français, c'est qui tuer. Parce que quand on sait exactement qui se trouve où, eh ben, le véhicule autonome, il doit décider est-ce que je vais me planter contre un mur et faire bobo à la personne ou aux personnes qui sont dans le véhicule autonome, ou est-ce que j'écrase le petit enfant ou la vieille dame. Bref, il y a des dilemmes philosophiques qui apparaissent. Alors Mercedes, eux, ils ont résolu la question en disant bah, nous, on écrasera toujours quelqu'un dehors, sans préciser trop qui, c'est pas trop important, mais on préservera essentiellement la vie de la personne que l'on véhicule. Donc c'est le mérite de la clarté. C'est normal parce que le piéton ne peut peut-être pas s'acheter une Mercedes. Pardon ? C'est logique. Je dis c'est logique. Bah, le piéton ne peut peut-être pas s'acheter une Mercedes. Bah, donc, oui. Ouais. Voilà, c'est logique et clair. Alors ça c'est toujours ce document officiel donc sur la stratégie de la 5G en Allemagne, et on voit que donc on est toujours dans le domaine de ce que l'on appelle 5G. Bon, il y a des questions de divertissement, de réalité virtuelle, peu importe. Il y a la question donc, du trafic avec les drones qui font partie du package. Il y a des questions donc, de ce qui concerne les transports en train, et on retrouve toute cette question de la domotique. Et pour ce qui concerne le train, je suppose que ça peut être par exemple, vous entrez dans un train et puis on va vous scanner et on saura qui vous êtes et on pourra débiter votre compte en fonction de... ou vérifier en tout cas que vous avez pris votre ticket. Donc on peut supprimer le contrôleur. Donc on va vérifier que vous êtes sorti au bon endroit et vous amender le cas échéant, ou peut-être vérifier que vous portez votre masque. C'est un truc qu'on va revenir sans doute tout à l'heure. Alors c'est pour montrer ça, BestMile, donc c'est toujours cette start-up issue de l'EPFL, qui fournit les navettes autonomes et qui fournit aussi d'autres clients pour eux, ça peut être les taxis. Alors on a des entreprises de taxis maintenant sur Lausanne, Genève, j'ai pas vérifié ailleurs, mais les plus grandes entreprises, si j'ai bien compris, de taxis sur Lausanne, Genève, sont déjà en train de s'équiper
de logiciels qui pourront ensuite être rendus compatibles avec un système de flotte de véhicules autonomes. Et donc il y aura différents services, des services de transport public et des services de taxi. Et le tout étant réservé via des applications comme Uber, avec un prix qui va changer. C'est-à-dire vous allez réserver le truc, vous allez dire ah ben, je suis là, je veux aller là-bas, et il va vous faire une proposition de prix parce qu'on est déjà sur des véhicules qui choisissent des itinéraires. Peut-être il y aura aussi des itinéraires fixes, mais conceptuellement ça paraît plus évident de garder de grands axes, par exemple de tram ou de métro, le ZAN, le M1, M2, on va pas le supprimer, et autour d'avoir plutôt des flottes de véhicules autonomes qui peuvent adapter leur parcours aux besoins. Et une des questions du coup qu'on va pouvoir se poser, c'est qu'est-ce qui va advenir des personnes âgées, quoi. Comment elles vont se débrouiller avec des smartphones qui vont être requis pour réserver leurs courses. Donc là on voit l'école polytechnique, une app pour liker en temps réel les transports publics. Donc je pense pas que beaucoup de gens soient dans le métro et se disent tout d'un coup j'ai envie de liker mon métro. En revanche, si vous avez une navette autonome et qu'elle est emplie, disons il y avait quelqu'un qui est rentré de boîte et qui a vomi dedans, peut-être vous avez envie de signaler ça pour qu'ensuite on vous nettoie ou rembourse votre course, etc. Donc là, ça a plus déjà d'intérêt et donc ce sont des applications qui sont sur Lausanne, Genève, votre itinéraire en un clin d'œil et on va aller sur des interfaces un peu à la Uber. Ouais, les vieux, il faut penser aux vieux. Facteur-livreur, c'est notre profession, parce qu'au final, on est en train de dire on va supprimer les chauffeurs de bus, on va supprimer les chauffeurs de taxi, quand même, c'est pas totalement anecdotique. Évidemment, les métiers postaux sont concernés, donc du moment qu'on dit on va laisser circuler que des bidules autonomes, ça vaut pour la Poste aussi, qui a déjà fait ces tests de micro-robots qui se déplacent. Évidemment, le micro-robot a vocation à devenir un peu plus grand pour contenir un peu plus de choses. Là, on voit Ah, c'est au Japon, je croyais que c'était en Chine. Voilà, Rakuten, au Japon, ils ont déjà des trucs comme ça. Évidemment, tout ce qui est ces conteneurs à paquets, ça peut faciliter c'est-à-dire l'interaction avec des robots qui vont venir poser des paquets. Et il y a aussi un concept où le drone jaillit donc, et tout étant automatisé. Donc ça c'est DHL, et puis j'ai vu un truc en Chine, ça existait déjà. Et donc la Poste française aussi a son robot plus gros. Et pour l'instant ils sont accompagnés du facteur, c'est le meilleur ami du facteur avant de shipper son travail, définitivement. Et Poste Logistique, voilà, ça c'est Poste Logistique, et puis ça tombe bien parce que la Poste est déjà fragmentée en différentes entités, donc si à un moment il était nécessaire de privatiser quelque chose qui pourrait rapporter de l'argent, voilà, il y a déjà une segmentation qui existe. Voilà, donc les facteurs livreurs sont-ils obsolètes? On commence à parler de la question détournée de facteurs. Est-ce qu'ils en font pas un peu trop? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à espacer les livraisons? Et je pense que c'est un peu dans cet ordre d'idées. Dans le concept de cyberadministration suisse, il y a la disparition du courrier en tant que tel, qui doit être remplacé par du courrier numérique. Et donc il reste les paquets, et les paquets, voilà. Donc les robots, semble-t-il, pourraient tout aussi bien les délivrer que le facteur. Ensuite, il y a la question de comment ça tourne. Parce que l'informatique qu'il y a derrière, c'est pas nécessairement la Poste suisse qui la développe. Donc on tourne sur du cloud Amazon, en l'occurrence, et il y a cette idée, Amazon et la Poste pourraient délivrer des colis 24 heures sur 24. Donc, a priori, c'est pas des gens qui, à 3 heures du matin,
vous apportez votre commande Amazon. Et les CFF, pareil, on est sur du cloud Amazon. Maintenant, il y avait la question, vu qu'on a vu le cloud et Amazon, par exemple, qui va gérer ces données de la poste, par exemple, qui va gérer l'information liée au déplacement donc des robots de livraison. Je me suis rendu compte, en fait, dans le canton de Vaud, il y a eu ce semi-confinement, et donc le gouvernement vaudois a lancé des opérations pour aider un peu le commerce local. Et par exemple, ils ont fait avec Coca. Ils ont lancé cette plateforme Welcome, avec un Q comme Coca. Et donc ils ont distribué 12 millions de francs, enfin c'est très impressionnant, en référençant 1400 commerçants locaux. Et donc c'est une initiative très sympathique. Donc ils ont redistribué de l'argent, peut-être plus à certains qu'à d'autres, on ne sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est cette idée que ces commerçants donc, ont été référencés. Et si on regarde, les données sont chez Amazon. Et pas nécessairement, et c'est dans le contrat, dans les documents officiels pour le lancement de cette plateforme, on est sur du cloud Amazon en Irlande, en Allemagne, et je me disais, tiens, est-ce que ça serait pas compatible justement avec des systèmes, l'idée de systèmes de livraison autonome. Enfin, je ne comprenais pas trop à quoi servait ce cloud Amazon spécifiquement, si ce n'est pour le relier ensuite à des systèmes de livraison. Cependant, l'idée est très intéressante parce que on est sur les circuits courts, les fameux circuits courts. On vend directement, vous achetez votre produit de la ferme, et c'est vrai que si on automatisait, vous recevriez votre produit directement de la ferme plutôt que d'aller au supermarché, etc. Ou le vin chez un commerçant. Et donc ce référencement, ça donne l'impression déjà on est en train de référencer les gens chez Amazon, les commerçants locaux, et c'est comme, peut-être je me trompe, hein, mais c'est comme si Amazon déléguait un peu son modèle d'affaires à des entreprises plus locales. Et on est sur cette histoire de circuit court dont on entend beaucoup parler sans trop toujours comprendre de quoi il s'agit. Vous avez réussi dans une autre opération à référencer 5200 commerçants locaux, en distribuant en plus beaucoup moins d'argent. Et il semblerait que voilà, toute est vocation à passer par Amazon. Amazon, voilà, donc, qui n'a pas, semble-t-il, de centre de données en Suisse. Et d'ailleurs, il y avait eu toute cette controverse Suisse Covid, où les données s'étaient retrouvées, et pourtant c'est quelque chose d'officiel, où les données s'étaient retrouvées, semble-t-il, plutôt en Allemagne. Et d'ailleurs, le concept même de cyberadministration suisse explique donc que voilà, les données peuvent être externalisées chez des partenaires, des entreprises privées, cloud, qui peuvent être à l'étranger. Et quand on regarde ces questions de cyberadministration, il y a l'identité électronique, enfin, c'est vraiment le fonctionnement de l'État qui est automatisé et où les données peuvent se retrouver chez des boîtes privées à l'étranger. Enfin, moi, ça m'interpelle un peu. Un peu plus qu'un peu, ouais. Je suis pas le seul, c'est magnifique. Alors, pour reprendre sur nos modèles d'affaires, au-delà simplement de la mobilité autonome, il y a beaucoup de modèles dans le takeaway. Donc si vous avez remarqué, quand il y a eu l'histoire du semi-confinement, on a dit aux restaurateurs, maintenant il faut vous reconvertir dans le takeaway. Et donc il faut proposer des plats à l'emporter. Et évidemment, on tombe sur le modèle d'affaires d'Uber Eats. Uber Eats, dont on se rend bien compte qu'en 2050, ce n'est pas des gens qui vont continuer à pédaler pour apporter les plats, mais Uber, c'est quand même une des entreprises leaders de tout ce qui est la mobilité autonome. Donc ils ont
une arrière-pensée, ou même une pensée tout court, d'automatiser les livraisons. Et le restaurateur, eh ben, on ne va pas au restaurant, on va simplement commander des plats qui vont être apportés par voie aérienne ou terrestre, peu importe. Et là, il y a un concept de Ford qui s'appelle Auto-Delivery, où c'est la machine qui prépare les plats, donc vous pouvez automatiser même la préparation du plat. Enfin, il y a plein de... Même dans les restaurants, beaucoup de choses sont automatisées. Et puis là, c'est vraiment le concept de luxe. Il y a le drone qui jaillit du véhicule et qui vient vous apporter votre plat sur votre landing pad. Donc, vous avez un landing pad sur le balcon, et donc c'est un truc de luxe, et donc tout le monde adorera avoir sa livraison sur le balcon. Et là, la version du pauvre, bon voilà, c'est en Chine, la fille a dû descendre dans la rue, chercher son plat ou sa lettre, enfin peu importe. Et donc il y a cette idée d'automatisation avec différents niveaux de service aussi. Alors soit vous devez vous galérer à aller retrouver le robot, soit on vous l'amène automatiquement. Ah oui, guerre aux restaurateurs. Il y a un peu une guerre aux restaurateurs. J'ai l'impression, on leur facilite pas la vie, on terrorise quand même pas mal les gens. Les personnes âgées, typiquement, sont assez terrorisées d'aller au restaurant. Et en enflant toutes ces questions, et ça contribue, alors à tort ou à raison, après on me dira, oui, il y a un risque épidémique, ça contribue à développer ceci. On est en train d'avancer dans cette direction. Et cette notion de takeaway ne me semble pas anodine. Par exemple, un restaurateur italien m'a dit on a eu exactement la même insistance sur ce takeaway en Italie. Un autre domaine d'application de la 5G, c'est les entrepôts automatisés. Évidemment, ce qu'on peut faire à l'extérieur, on peut le faire en intérieur. Je ne pense pas qu'il y ait besoin. Voilà, là c'est la même idée, c'est le monsieur qui est en train d'entraîner les algorithmes à le remplacer peut-être à court terme. Et en fait, c'était une transition pour arriver à l'hôpital. Parce que l'hôpital, au final, c'est très différent d'un entrepôt. C'est-à-dire, il y a de plus en plus ces CNBC, donc là c'est en Chine, et cette idée que les robots vont véhiculer les matériels, évacuer le linge sale, etc. Et donc ils vont se balader dans l'hôpital. Là vous avez un robot désinfectant, alors il vient désinfecter la pièce, ou un robot compassionnel. Vous avez un robot compassionnel, et là c'est l'Italie, pendant l'épidémie de coronavirus. Alors ils n'avaient pas de masque, mais ils avaient des robots qui pouvaient remplacer le médecin pour venir prendre la commande du monsieur, lui témoigner une certaine affection et lui apporter peut-être... Il n'y a pas de takeaway prévu là. Takeaway du monsieur, oui. Les robots, le robot funéraire. Donc évidemment, si on est dans un... Bon, explosion des rayonnements, je ne devrais même pas le dire ici apparemment, vu que c'est un sujet quand même de préoccupation et je peux comprendre. Mais c'est pour dire, voilà, il y a des documents de Swisscom qui disent, voilà... Même pour les 3,5 GHz, on n'y arrivera pas, il faudra doubler la puissance des antennes. Et avec les plans d'aller jusqu'à 40 GHz. Mais apparemment, tout le monde connaît ça beaucoup mieux que moi. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'aspect qui va consommer beaucoup d'électricité, que tout soit connecté et qu'il y ait des objets connectés dans tous les sens. Il y a aussi la question du cloud. C'est-à-dire tout ça, c'est des... Donc on va remplacer des emplois quand même assez simples, quoi, enfin le chauffeur, etc. Et puis on va mettre une usine à gaz gigantesque qui va consommer énormément d'électricité. Solution 100% 5G. Alors il y a trop de consommation d'électricité, mais la 5G peut apporter une réponse.
C'est intéressant, et c'est IBM, cette fois, qui dans le cadre, c'était en 2014 déjà, donc dans le cadre de la cyberadministration suisse, dit en fait ce qui s'est fait, je crois, au Danemark, c'est on peut faire un réseau de distribution électrique où le prix change toutes les 5 minutes, et donc selon la demande, les gens vont pouvoir adapter leur consommation. Donc le prix va évoluer en fonction de la demande, et donc ça va permettre de réduire la consommation. Donc tous les compteurs connectés, l'idée c'est ça. C'est un prix qui change en permanence, et donc quand il y a beaucoup de demandes, le prix est très élevé, et quand il y en a peu, le prix baisse. Et donc voilà, les conséquences c'est cela, les compteurs connectés qui arrivent, les clients pourront mieux adapter leur consommation. Je suppose que c'est pas dans le sens de dire ils vont consommer plus. Mais donc le grand espoir, c'est le fait que ça marche pas. En gros, ça n'a pas l'air d'être très très bien ficelé, que ça va être du vert. C'est super écologique, c'est considéré comme écologique, parce qu'on ne va pas brûler de pétrole, etc. On va remplacer les véhicules par de l'électrique, et donc tout sera extrêmement vert. Donc ça sera un offre énergétique, mais vert. Là, on s'en rendra compte un peu plus tard, mais l'argent aura déjà été... aura déjà afflué et aura ruisselé dans certaines directions. Donc le grand espoir que je nourris, c'est le... Alors il y a le problème du hacking. C'est bon, qu'est-ce qui se passe si la navette autonome dans laquelle vous vous trouvez, par malheur, est la cible d'un hacker, voire tout votre réseau. Et donc c'est une vraie question qui a été soulevée là par Forbes, c'est pas anecdotique. Il y a la question des pannes Swisscom. Il semblerait qu'au fur et à mesure qu'ils développent leur réseau, ça marche de moins en moins, donc c'est un espoir qui est concret, je pense. Il y a l'écoterrorisme. Alors il y a des écologistes, semble-t-il, plus intelligents que d'autres, qui comprennent que c'est un désastre écologique, ou alors pour d'autres raisons, peu importe. Et on a eu il n'y a pas très longtemps un pylône électrique qui était dynamité dans le canton de Vaud. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a une interruption que ce soit de signal ou d'électricité. Qu'est-ce qui se passe des drones? Est-ce qu'ils tombent? Est-ce qu'ils restent? La circulation s'arrête, oui, mais il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être véhiculés en ambulance. Qu'est-ce qui se passe avec la police? Si tout le trafic s'arrête, les gens sont arrêtés sur place. Et si ça prend 3 heures, comme cette panne, je crois que c'était national, de Swisscom, qu'est-ce qui arrive, quoi? Est-ce qu'on va juste nous laisser mourir comme ça? Voilà, police, ambulance, drone. Est-ce que les drones restent ou tombent? Ça m'intéresserait de savoir. Mais il y a une parade, c'est l'urgence climatique. Voilà, on est en situation d'urgence climatique en Europe. Le canton de Vaud a déclaré l'urgence climatique, la ville de Genève aussi, et donc ça met... voilà, peut-être que au nom de l'urgence climatique, on peut tolérer un certain nombre, je sais pas, de morts, d'accidents. Alors la 5G, à quoi ça sert? Je reviens à la question initiale, et vu qu'on a épuisé un peu les Allemands, je reviens sur l'administration suisse. Donc BACOM, c'est quoi l'Office fédéral de la communication, Ofcom, ça s'appelle. Et donc ils listent leurs sujets, donc la réalité virtuelle, la mobilité autonome, transport logistique, on a vu. Et là, on arrive sur... On n'y arrive pas. Résistance. La sécurité publique. Et donc ça, c'est un tableau qui vient de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich,
de décembre 2018. Donc, je ne l'ai pas inventé non plus. Alors, 5G surveillance, ça fait peur. Les drones en France, c'était pendant le coronavirus, tout d'un coup il y avait besoin d'énormément de drones. Donc il y avait sur les plages bretonnes, donc vous avez des plages toutes vides de monde, et un type qui a la mauvaise idée d'aller se baigner, et donc le drone vient et lui dit monsieur, il faut sortir impérativement de l'eau. Voilà, et donc les drones ont fait leur arrivée en force pendant le confinement en France. 5G et surveillance, ça c'est de nouveau de l'École Polytechnique de Zurich. L'idée que la voiture autonome, donc on est sur de la voiture autonome, la voiture autonome circulant par les rues de la ville va en même temps scanner les gens. Là, on voit, ils sont tous scannés, les gens. Et ils vont éventuellement identifier des criminels. Donc voilà, ça fait partie, semble-t-il, du cahier des charges de la 5G que de surveiller, de contribuer à la sécurité publique. Sécurité publique qui peut être aussi dans le domaine sanitaire, semble-t-il. Dans les gares, donc c'est quoi, gare de Lausanne, en fait, on se rend compte, on a des moyens de lecture qui permettent d'identifier si les gens respectent bien leur distanciation, évidemment, ou le port du masque. En France, ils parlent plus clairement de reconnaissance faciale. Enfin, la RATP, c'est un sujet assez récurrent, ils ont ça depuis des années, est-ce qu'ils l'utilisent ou pas? Bon, alors en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a un besoin donc de surveiller cette question du port du masque, c'est une question de sécurité publique. Maintenant, si je comprends bien, sur la photo de gauche, c'est les CFF, donc on est en train de surveiller dans une gare, et la 5G, évidemment, ça n'a pas d'utilité particulière pour surveiller un quai de gare. Là, on a la fibre. En revanche, dans un train, on pourra surveiller en même temps qui est dans le train, peut-être est-ce qu'il a son ticket, etc. Et est-ce qu'il porte son masque, par exemple. Ça, c'est l'école polytechnique de Lausanne, de nouveau. Alors, ils expliquent en fait, on peut surveiller non seulement si vous avez votre masque, non seulement qui vous êtes, mais quelle est votre expression, quel est votre sentiment du moment. Et ça doit contribuer à la sécurité routière, par exemple. Donc vous êtes dans votre voiture va vous scanner, et elle va déterminer est-ce que vous êtes fâché, dégoûté, anxieux, content ou neutre, par exemple. Santé. Il y a un cluster d'énergie là. Et donc, moi bêtement, je comprends pas le dégoût et la sécurité routière, mais bon, donc ça existe. Alors on était un peu sur Amazon. Alors Amazon, eux, ils ont effectivement de la détection et analyse de visage. Une fois que vous avez été détecté, vous serez analysé. Et là, elle est contente à 97%. Et ou de la vérification de visage. Donc c'est là qu'on raccroche un peu les wagons par rapport à la Poste, par rapport au CFF, etc., qui fonctionnent, qui tournent sur le cloud d'Amazon, c'est qu'il y a potentiellement un aspect de contribution à la sécurité publique. Ça s'appelle Amazon Recognition avec un K. Et là, pour faire paniquer tout le monde, on voit les drones Amazon qui envahissent Paris et qui se dirigent de façon suspecte vers la Tour Eiffel. Évidemment, ils n'auront pas besoin d'être étiquetés Amazon. Ils peuvent aussi être étiquetés La Poste Suisse. Le logiciel fonctionne pareil. Pour faire vraiment peur à tout le monde, définitivement, on a l'ex-directeur de la NSA qui vient de rejoindre le conseil d'administration d'Amazon. On sent que la sécurité publique ne peut aller que dans la bonne direction. Enfin, alors le trace. Ah oui, parce que j'ai sauté une étape, c'est que toute la question de la surveillance par drone a été discutée au Parlement suisse dans le cadre de la loi sur la surveillance des assurés.
Donc ça fait un moment, l'idée de communiquer les données GPS a été évoquée assez clairement, et la question de la surveillance, de la localisation par drone aussi, a été validée au Parlement. En tout cas dans les débats. Ça ne veut pas dire que c'était forcément dans le texte de loi, mais c'est quelque chose qui existe, qui est admis, et donc ça correspond un peu à ce qu'on peut observer. Et donc là, il y avait l'idée de détecter l'EPFL, donc de détecter le mode de transport en fonction des données de télécommunication. Donc on est déjà a priori, et ça s'appelle Trace, donc ça va. Et c'était bien avant SwissCovid. L'idée d'un traçage n'est pas nouvelle, et donc ça faisait partie, comme j'ai dit, de cette loi de surveillance des assurés. Du moment que vous êtes suspecté, ou que quelqu'un que vous connaissez est suspecté d'avoir fraudé, en fait ça concerne tout le monde au final. Ça a été dit aussi. Et le sponsor a été suicide. Voilà, donc je vais essayer de terminer sur une note joyeuse. Il peut y avoir plein de problèmes dans la vie, dans les smart cities. Donc je suspecte que c'est un mauvais moment à passer, cette histoire de smart city. Et que ça finira. J'ai de la peine à croire que ça va vraiment fonctionner. Donc il y a une vraie poussée pour mettre en place cette smart city. Il va y avoir énormément d'argent qui va être déversé dedans, et au final ça ne marchera pas, et on s'en rendra compte sans doute malheureusement que dans quelques années.